Bonjour à toutes et à tous. Je suis Éric Dechassey, le directeur de l'Institut national d'histoire de l'art. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est-à-dire qui ne sont pas à l'INHA. Et je suis extrêmement heureux de vous accueillir dans cet auditorium Jacqueline Lichtenstein pour la deuxième édition du congrès Rotonde. La première édition avait eu lieu à l'automne 2021, repoussée par la pandémie. Elle était prévue au printemps et nous avions décidé pratiquement dès le départ qu'il y aurait désormais un congrès au rythme d'une édition tous les 2 ans. Et je suis particulièrement heureux que celui-ci puisse se dérouler aujourd'hui. La première édition avait rassemblé 68 intervenants et 264 inscrits sur les 2 jours. On m'a mis des chiffres, donc je suppose qu'ils sont importants, même si personnellement les chiffres ont toujours tendance à me laisser un peu dubitatif. Mais je vous rappelle également, pour ceux qui étaient là et pour ceux qui n'y étaient pas, que la présence de la ministre de la Culture et de la ministre de l'Enseignement supérieur lors du lancement de cette première édition avait marqué la volonté de soutien à la jeune recherche que représente cet événement. Cet événement, et c'est très important pour nous de le souligner, et également, je dois dire que ça rend fondamentalement optimiste, dans une période qui n'a pas tendance à nous donner beaucoup de raisons de l'être. Ce congrès Rotonde, il est vraiment une initiative des chargés d'études et de recherche, des doctorants contractuels de l'INHA, mais je veux vraiment insister sur le fait que ça n'est pas le congrès des chargés d'études et de recherche, mais bien un congrès de la jeune recherche. L'INHA et les chargés d'études et de recherche qui y travaillent offrent les moyens techniques, mais la conception et l'organisation du congrès sont ouvertes sur l'extérieur avec un comité scientifique très large. Le congrès de l'année dernière avait été l'occasion pour le ministère de l'Enseignement supérieur d'annoncer un nouveau soutien à la jeune recherche. Il n'y a pas d'annonce de ce type cette année, mais la poursuite de ce qui a été mis en place, en particulier des bourses de mobilité de doctorants et de postdoctorants, qui ont également permis de revaloriser les aides à la mobilité pour les étudiants de master, plus création de contrats post-doc d'excellence à l'INHA en 2022 et qui ont été, mais vous le savez certainement, reconduits en 2023. C'est évidemment pour nous aussi un grand motif de satisfaction que ces demandes que nous formulions depuis longtemps aient effectivement été entendues. Et je pense que le fait qu'elles viennent de cette mobilisation qui a été la vôtre pour l'organisation de ce congrès, première et deuxième édition, en est en grande partie responsable. Juste pour information, nous doublons cette année ces bourses de mobilité. Ça ne vous concerne plus, mais ça peut concerner des étudiants que vous pouvez avoir dans les cours que souvent vous faites quand vous êtes doctorant. Nous créons cette année une bourse de mobilité pour les étudiants de licence 2 en histoire de l'art et d'archéologie, grâce au soutien de la Fondation Antoine de Galbert, avec 50 bourses de 200 € pour aller voir des œuvres et des monuments en vrai, bourse qui sera attribuée sur critères sociaux, pas par ordre fixé par les critères sociaux. Et à Paris, c'est très facile de voir beaucoup de choses, c'est beaucoup plus difficile hors région parisienne. Donc les étudiants parisiens et de la région Île-de-France sont exclus de ce dispositif, qui est un dispositif visant en priorité les étudiants des universités et des écoles de province. Je dis université et école parce qu'il nous semble également important, et vous l'aurez noté dans l'organisation même de ce congrès, de souligner que la recherche en histoire de l'art et en archéologie n'est pas uniquement universitaire et qu'il y a une réelle collaboration entre l'histoire de l'art universitaire, celle qui se fait dans les écoles d'art, celle qui est menée par les professionnels de la conservation et de la restauration et du marché de l'art, et celle qui est menée dans les musées. Nous sommes heureux que le congrès Rotonde prenne acte de cette diversité des situations et la renforce, parce que c'est une des intuitions qui a présidé il y a un tout petit peu plus de 20 ans
à la création de l'Institut national d'histoire de l'art et qui continue à nous occuper beaucoup. Le but de ce congrès, vous le savez a priori si vous êtes ici, c'est effectivement de réunir l'ensemble de la communauté des jeunes chercheuses et chercheurs qui travaillent à redéfinir nos disciplines. L'INHA est particulièrement sensibilisé à cette question par la présence de ses chargés d'études et de recherche en son sein, et cela nous a conduit à mettre en place une aide à la mobilité pour permettre aux jeunes chercheuses et chercheurs de se rendre à ce congrès. 30 bourses de 100 € pour étudiants hors Île-de-France également ont été attribuées. J'ai dit tout à l'heure que cela nous rendait optimistes de voir que ce congrès a pu être organisé, de voir cette initiative, mais je crois que nous sommes plus optimistes encore en voyant à quel point ce qui s'est passé dans le premier congrès et qui se passera certainement à nouveau ici manifeste une manière de repenser l'histoire de l'art et de l'archéologie. Vous êtes celles et ceux qui font l'histoire de l'art et l'archéologie de demain. Vous êtes ceux et celles qui permettent de réfléchir sur des nouvelles méthodes, des nouveaux enjeux, des nouveaux paradigmes. Et la communauté que vous formez et que vous créez et que ce congrès vise aussi à renforcer est certainement un lieu pour l'ensemble de la communauté des historiens de l'art et archéologues pour se ressourcer, pour être bousculé à un certain nombre de moments, mais aussi pour avancer de manière importante. Et je veux, de ce point de vue-là, au nom de l'ensemble de cette communauté que je représente en quelque sorte à la direction de l'INHA, vous remercier d'avance, vous remercier pour le congrès 2021 et vous remercier d'avance pour celui-là parce que je suis certain qu'il sera à la hauteur de cette première édition. Cette deuxième édition, vous le savez, a un thème: en finir avec le canon, formation, continuité, rupture des références en histoire de l'art et d'archéologie. Et je ne voudrais pas introduire ce congrès sans prendre l'occasion de partager avec vous quelques réflexions sur ce sujet. D'abord dire que la notion même de canon, qui vous semble sans doute évidente pour des questions générationnelles, n'est certainement pas une question évidente pour d'autres générations d'historiens et d'historiennes de l'art, parce qu'en France, parce qu'il n'y a pas, à l'exception de l'école du Louvre, de grands cours d'introduction d'histoire de l'art général allant de la préhistoire à nos jours, comme il y en a dans les universités, ou plutôt comme il y en avait en général, ça n'est plus forcément le cas dans les universités aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Il n'y a pas de formation en tant que telle d'un canon qui serait transmis de façon très explicite. Si on parle de canon, effectivement, et manifestement, je le redis, la notion est pour vous plus évidente sans doute que pour ceux de ma génération, en tout cas ceux qui n'avaient pas de rapport très important avec le monde universitaire, avec des mondes universitaires étrangers, constitué de l'addition d'habitudes d'enseignement de chacune et de chacun, dont on peut constater effectivement que du fait même de la structuration des départements d'histoire de l'art et d'archéologie dans l'université, elle continue à privilégier des artistes, des périodes et des aires culturelles qui n'ont pas forcément changé depuis plusieurs décennies, malgré la montée en puissance des études de genre, de la conscience des préjugés hérités de la domination coloniale et de la remise en cause de l'eurocentrisme. J'insiste sur ce point, vous êtes à l'orée de votre carrière et ça n'est pas encore le moment de vous poser ces questions, mais un jour, il me semble qu'il faudra restructurer les études d'histoire de l'art en France. Nous avons des structures qui datent d'il y a très longtemps, des périodisations par exemple, qui semblent gravées dans le marbre et qui ne correspondent plus, me semble-t-il, à l'ensemble de nos pratiques. Puisque ma génération ne l'a pas fait, je dois dire que nous comptons sur vous pour le faire et que nous ne pourrons pas, nous, en bénéficier. Plus largement, derrière la remise en cause du canon, j'ai l'impression que ce qui est en jeu, c'est la revendication de pratiquer une histoire de l'art plus ouverte et plus diverse, même si, je le répète, on serait bien en peine de trouver en France des historiennes et historiens de l'art professionnel qui limitent leur intérêt à une liste canonique d'artistes et d'œuvres, du moins dans leurs domaines respectifs de spécialité. Si canon il y a, on le trouve donc plutôt dans les publications et les expositions ayant pour ambition d'attirer un très grand nombre de visiteurs,
ce qu'on appelle, et ce qui marque le fait que les importations de concepts ne viennent pas que sur des sujets qui concerneraient la recherche universitaire, comme veulent le faire croire un certain nombre de gens, ce qu'on appelle les coffee table books et les blockbusters à la française. Chaque génération a révisé à sa façon le corpus de ces objets d'étude, mais il me semble que nos générations l'ont fait depuis longtemps de manière trop parcimonieuse et marginale, le grand récit de l'histoire de l'art occidental en restant finalement peu affecté. J'ai l'impression, là aussi, que le sentiment est simplement plus fort aujourd'hui, que c'est à une révision plus approfondie et plus générale qu'il faut se livrer, en se débarrassant d'un seul coup, et c'est peut-être sur ce un seul coup où j'aurai quelques dissensions, de préjugés à la fois aveuglants et moralement corrompus. Et convaincus d'ailleurs. On ne peut qu'être curieux des nouveaux objets et des méthodes que cette réflexion permettra de faire émerger, non sans faire remarquer, et évidemment c'est une adresse d'une génération à une autre, même si je sais que je ne veux pas trop insister sur ces différences de génération, parce que nous nous sentons extrêmement solidaires de ce point de vue-là, mais il y en a quand même une, qui est que ces nouveaux objets et méthodes risquent évidemment à leur tour de former un canon implicite, malgré la défiance exprimée à l'égard de toute forme de hiérarchisation et de restriction. J'ai vu cette chose-là se mettre en place notamment dans les études sur le 19e siècle, dans la plupart des universités, avec une tendance à se concentrer sur un certain type d'artistes à partir de l'enseignement qui avait lieu dans les années 1980-1990 et qui avait d'ailleurs été incarné dans le monde des musées par la création du musée d'Orsay. Je voudrais pour ma part plaider pour deux choses, et il m'importe de les dire ici en proposition, enfin en propos liminaire à votre congrès. D'une part, que j'espère que cette révision ne transformera pas complètement l'histoire de l'art en sociologie des pratiques, des individus et des institutions, c'est-à-dire, et je sens un petit peu ce risque dans les évolutions actuelles, internationalement, c'est-à-dire en fait que l'histoire de l'art devienne ou redevienne une branche de l'histoire culturelle. Pour l'archéologie, c'est un petit peu différent. J'espère donc que les nouveaux historiennes et historiens de l'art que vous êtes continueront à une façon dont je me réjouis qu'elle puisse différer des nôtres, ou en tout cas de la mienne, à se préoccuper d'images objets ou d'objets images singuliers, que vous les contextualisez, que vous les interprétiez sans négliger leur spécificité formelle et anthropologique, ce qui fait qu'elles ont touché des femmes et des hommes dans le passé, mais aussi qu'elles continuent potentiellement à le faire aujourd'hui, y compris donc en y incluant ces objets et images qui ont retenu l'attention des générations précédentes. D'autre part, j'espère que cette remise en cause d'un supposé canon n'aboutira pas à une plus grande fragmentation des références qui nous constituent en société, et pas seulement en addition d'individus isolés ou regroupés en petites tribus. Il suffit d'observer l'évolution des cultures industrielles et populaires pour voir que chaque génération, voire chaque groupe social, y possède désormais ses propres références, exclusives, sans presque aucune solution de continuité, ni constitution d'un terrain commun. Et je crois que être attentif à cette constitution d'un terrain commun, ce qui est peut-être ce qu'est le canon, même quand on remet en cause le canon, me semble être une préoccupation importante à un certain moment. Ça ne veut pas dire qu'elle doit guider toutes les réflexions, mais en tout cas qu'elle doit aboutir à un certain moment à cela. Et de ce point de vue-là, je veux aussi dire quelque chose qui va peut-être à contre-courant de ce qu'on entend beaucoup en ce moment, c'est qu'il me semble à tout le moins néfaste, sinon impossible, que l'histoire de l'art ne procède plus à aucune hiérarchisation, parce que certains des objets et images qui sont produits par les humains recèlent et transmettent plus de potentialité que d'autres, sauf à penser que la notion même d'art est obsolète et doit être remplacée par celle de représentation, sans aucune préoccupation qualitative, ce qui revient à ce que je disais tout à l'heure d'une certaine manière, c'est-à-dire un retour de l'histoire de l'art à une simple branche de l'histoire, ce qu'elle a été pendant longtemps, et notamment pendant très longtemps en France. En ce sens,
je préférerais, je dois avouer, plutôt que de se débarrasser du canon, aussi implicite soit celui-ci, que l'on s'attache collectivement à le redéfinir, à l'ouvrir, à le complexifier, que l'on trouve de nouveaux liens plutôt que de nouvelles exclusions. Je suis certain que certaines des préoccupations que je viens d'exprimer rejoignent les vôtres, ou en tout cas celles de certains et de certaines d'entre vous. Je suis certain que certaines et certains d'entre vous ne sont également pas d'accord avec ce que je viens de dire, et je pense que ça fait partie de la manière dont on avance que de continuer à dialoguer et à entretenir des conversations importantes sur nos méthodes, nos objets et sur nos disciplines de façon générale. Je sais que c'est ce qui s'est passé lors du premier congrès, et on m'a dit avec beaucoup plus de sérénité que dans les débats qui agitent en général les milieux professionnels plus installés, que j'ai peut-être plus l'habitude de fréquenter. Je suis certain là aussi que c'est ce qui se passera aujourd'hui. Je voudrais remercier pour terminer le comité scientifique qui a travaillé à la conception et à l'organisation de cet événement, grâce à soutien de la direction du département des études et de la recherche. Je voudrais remercier les services des manifestations de l'INHA, que vous ne voyez pas en direct la plupart du temps, mais qui est évidemment extrêmement essentiel pour que ce type de manifestation puisse avoir lieu. Le service de la communication, qui fait que vous êtes là ce matin aussi, en ayant reçu des invitations, des rappels, etc. Le service des moyens techniques, avec notamment Maxime et Ulysse qui sont en coulisses pour les projections, les micros, etc. dans cette salle, et qui vont vous accompagner pendant toute la durée de ce congrès. Vous rappelez que cette année, il y aura un grand congrès, sans doute beaucoup moins dynamique, mais pas moins intéressant, qui réunira l'ensemble des historiens de l'art internationaux, le congrès du Comité international d'histoire de l'art, qui va avoir lieu à Lyon, en France, pardon, pas cette année, l'année prochaine, les 23 et 27 juin 2024, congrès qui est co-organisé par le CIA, l'INHA et le LARA, laboratoire de recherche de Lyon, autour du thème matière et matérialité. L'appel à communication sera publié en mai. Et évidemment, vous êtes toutes et tous cordialement invités à candidater sur l'appel à projet. C'est l'occasion de présenter votre travail et d'avoir des discussions avec des historiennes et des historiens de l'art du monde entier, mais aussi à assister aux séances qui auront lieu à Lyon. Là aussi, il y aura des bourses de mobilité pour faire en sorte que le plus de gens possible puissent y assister. Pour l'instant, nous avons surtout travaillé sur les bourses qui permettent à des historiennes et à des historiens de l'art de pays qui n'ont pas les moyens de faire voyager dans des hôtels français et avec des compagnies aériennes françaises ou autres, leurs historiennes et historiens de l'art. Et sans plus tarder, après vous avoir fait ce rappel, je passe la parole à Mechtilde Herriot, qui est doctorante à Sorbonne Université et chargée d'études et de recherche à l'INHA, ainsi qu'à Nicolas Varenne, qui est doctorant à l'EPHE et ancien chargé d'études et de recherche à l'INHA, qui vont introduire cette deuxième édition. Tous deux ont participé à la genèse du projet Rotonde en 2020 et ont été choisis par le comité scientifique de Rotonde pour ouvrir cette deuxième édition en raison de leur investissement dans l'élaboration de la première et de la deuxième édition du Congrès Rotonde. Tout ça est éminemment démocratique et je vous en remercie. Mais on m'a écrit évidemment ce que je viens de dire. Je pense qu'ils ont été choisis aussi, pardon de faire un minimum de provocation, mais pour leur qualité spécifique. Merci. Bonjour et bienvenue à toutes et tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans cet auditorium pour cette deuxième édition de Rotonde, le congrès des jeunes chercheurs et chercheuses en histoire de l'art et archéologie. La réussite de la première édition du congrès en 2021 nous a convaincus de la nécessité de nous retrouver pour dialoguer, échanger, confronter les idées et les méthodologies dans un espace où la parole est donnée à celles et ceux
qui construisent l'avenir de nos disciplines. La communauté que nous formons est très diverse. Elle intègre doctorandes et doctorants, financés ou non, masterandes et masterants, jeunes docteurs, chargés de cours, et toutes celles et ceux qui, d'une manière ou d'une autre, rendent possible notre travail et y contribuent. C'est aussi au sein des institutions culturelles et patrimoniales, les musées, les bibliothèques, les médiathèques, les services archéologiques nationaux et territoriaux, les centres de conservation-restauration et bien d'autres lieux encore, et par la contribution de travailleurs et travailleuses indépendantes que nos disciplines évoluent et s'enrichissent. Par ces rencontres, nous espérons favoriser une histoire de l'art et une archéologie collective où le dialogue se crée par-delà les cloisonnements qui peuvent résulter des affiliations de chacune et chacun ou de l'isolement que peuvent engendrer leur absence. C'est là une des missions de l'Institut national d'histoire de l'art, grâce auquel ce congrès est rendu possible. Ce dialogue, nous avons eu la chance d'en faire l'expérience ici même, au sein du département des études et de la recherche de l'INHA. 24 doctorantes et doctorants y sont accueillis et financés, issus d'écoles doctorales diverses et aux horizons méthodologiques, disciplinaires et chronologiques multiples. Leur parcours personnel reflète la pluralité de nos communautés. Rotonde est née de ces échanges. Il nous a paru fondamental de disposer d'un lieu, ouvert à toutes et tous, où puissent se mettre en place ces discussions. Ce rassemblement est d'autant plus nécessaire qu'à ce jour, les institutions ne permettent guère à la jeune recherche d'avoir de la visibilité. L'ouverture de postes de maîtres et maîtresses de conférences est à son plus bas historique. 2099 postes étaient ouverts en 2012, un nombre déjà en baisse par rapport aux premières années du siècle, mais qui paraît mirobolant face aux 1189 postes de 2021. Les contrats postdoctoraux sont inexistants ou parfois moins bien rémunérés qu'un contrat doctoral. Les emplois temporaires et les vacations se multiplient. L'on compte près de 150 000 vacataires et contractuels dans l'enseignement supérieur et la recherche cette année, soit 2,5 fois le nombre de titulaires. Ces conditions de travail nous empêchent de nous projeter dans le temps long de la recherche. Publier, participer à des conférences, enseigner sont toujours plus difficiles dans un contexte où une part conséquente de notre temps de travail est occupée à envoyer sans cesse de nouvelles candidatures, sans cesse de nouveaux projets. La fatigue des refus, l'absurdité de la mise en concurrence, la nécessité de gagner sa vie poussent nombre d'entre nous en dehors du monde de la recherche, faute de pouvoir se permettre d'attendre un nombre d'années qui ne fait que croître avant d'espérer obtenir le Graal de la sécurité de l'emploi. À ce stade, il ne s'agit même plus d'être les meilleurs, mais simplement d'avoir des ressources financières et mentales permettant d'enchaîner les années creuses. Ces obstacles se conjuguent à d'autres difficultés structurelles, notamment de genre et conjoncturelles. La faiblesse de nos rémunérations, en plein contexte d'inflation, l'absence de perspective, finissent par pousser toute une génération de jeunes chercheurs et chercheuses hors d'institutions qui fonctionnent pourtant, en grande partie, grâce à notre travail. Le climat actuel de mobilisation face à la réforme des retraites, mobilisation à laquelle nous souhaitons exprimer notre soutien, nous rappelle l'importance d'agir en tant que groupe. Dans un contexte où la précarité et la concurrence sont la situation par défaut, faire corps est peut-être notre meilleure réponse. Nous rencontrer, partager, réfléchir à la pratique de nos disciplines et à ses enjeux, à la manière de construire et d'envisager nos objets et nos méthodes, sont autant d'ambitions que ce congrès espère encourager. Après une première édition dédiée au rôle de ces disciplines dans nos sociétés contemporaines, cette nouvelle rencontre propose d'interroger, dans une démarche épistémologique, leur constitution et leur transformation. Il importe pour cela d'examiner leurs objets d'étude, en particulier la manière dont ils sont construits, transmis et redéfinis. L'histoire de l'art et l'archéologie se sont développés comme disciplines sur un ensemble de références, des artistes, des œuvres, des monuments, des objets ou des sites, qui s'accompagnent d'un discours relatif à leur qualité, leur représentativité culturelle et leur importance historique. Ce corpus, considéré comme exemplaire, s'est imposé comme un socle sur lequel se construit l'enseignement de nos disciplines. Le thème retenu, en finir avec le canon, formation, continuité, rupture des références en histoire de l'art et archéologie, questionne la pertinence et la légitimité de la notion dans ses acceptions historiques et actuelles. Du grec canon, la règle,
Le canon désigne dès l'Antiquité un ensemble de proportions et de mesures jugées idéales. La notion prend ensuite une dimension institutionnelle, dans la mesure où elle se réfère à l'ensemble des textes officiels reconnus par l'Église, le canon biblique. Ce terme tend à se séculariser lorsque les institutions, comme les guildes ou les académies, érigent comme modèle des corpus littéraires et artistiques que le goût de chaque époque amène à élargir et reconfigurer. Cœur de la formation des artistes, ces œuvres et noms emblématiques font aussi partie intégrante de la culture des élites, intrinsèquement liée à la constitution des grandes collections particulières et muséales. Par leur discours, et en les plaçant au centre des programmes d'enseignement, les institutions académiques, entre autres, ont contribué à légitimer ces ensembles qui se sont également diffusés dans les représentations collectives. Dès lors, la canonicité renvoie à la fois à la qualité attribuée aux objets rassemblés dans ce corpus de référence, des chefs-d'œuvre réalisés par des génies, avec beaucoup de guillemets, mais aussi au statut historiquement construit que l'appartenance à cet ensemble leur a conféré au fil du temps en les patrimonialisant. Au cours de ces 2 jours de rencontres, nous tenterons de répondre à ces questions à travers 5 sessions. La première session s'interrogera sur la construction de l'histoire de l'art et de l'archéologie comme discipline autour de catégories que l'on peut dire canoniques, construction qui n'est pas sans poser certains problèmes. Elle laisse de fait de côté des œuvres considérées comme moins importantes ou secondaires. La deuxième session se concentrera sur les écritures et les réécritures du canon par des acteurs et des actrices aux motivations diverses. Il ne s'agit toutefois jamais de remettre en question l'existence même d'un canon, mais plutôt de le réécrire ou simplement d'y ajouter des références. Les intervenantes et les intervenants pourront dès lors évoquer la place qu'ont pris ces récits alternatifs aujourd'hui. Ces nouvelles références se sont-elles imposées ou les anciens canons ont-ils persisté? En outre, ces réécritures émanent de lieux divers, à la fois au sein et en dehors des institutions artistiques et académiques. Qu'apporte aujourd'hui la prise en compte de ces acteurs dans la remise en question des canons historiographiques? La troisième session, itinéraire du canon, nous invitera à réfléchir à la dimension géographique du canon artistique à travers 3 cas d'étude. Comment le canon est-il appréhendé lorsqu'il provient d'un centre artistique? Quelles en sont les modalités d'adoption? Le canon est-il imposé ou volontairement importé? La 4e session posera la question de l'entrée dans le canon en évoquant les stratégies de légitimation par des allers-retours avec celui-ci. Elle prendra en compte des médiums hors du champ des beaux-arts traditionnels. Enfin, la 5e session de la chaire au canon s'interrogera sur la place des corps dans le canon. Genrés, idéalisés, vertueux, sexualisés, musclés, malades, normés ou non, le corps humain et ses représentations permettent une lecture en plein et en creux du canon dans son aspect le plus charnel. En parallèle de ces sessions se tiendront des tables rondes et des ateliers pratiques, méthodologiques et épistémologiques qui permettront d'échanger en groupes plus réduits. Durant ces 2 jours, un forum des associations se tiendra dans la galerie Colbert au moment des pauses déjeuner. Afin de poursuivre nos échanges, nous aurons plusieurs moments pour nous retrouver plus informellement. Les déjeuners, les différentes pauses prévues pendant ces journées, ainsi que le cocktail de ce soir et le pot de clôture de demain seront, nous l'espérons, autant d'occasions de rencontres. Avant d'ouvrir enfin nos discussions, nous tenons à adresser nos remerciements à toutes les personnes qui ont apporté leur soutien à l'organisation de ce congrès, tout particulièrement à M. Éric de Chassey, directeur de l'INHA, à Mme France Nerlich et à Mme Juliette Tray, directrice et directrice adjointe du département des études et de la recherche, à M. Jérôme Bessières et Mme Sophie Dérault, directeur et directrice adjointe du département de la bibliothèque. Nous tenons aussi, à notre tour, à exprimer toute notre gratitude au service de l'INHA sans qui cet événement n'aurait pas pu voir le jour. Le service des manifestations, le service de la communication, le service informatique et le service des moyens techniques. Nous remercions aussi tous les agents et agentes, les techniciens et techniciennes qui ont œuvré directement ou indirectement à la réalisation de ce congrès. Notre reconnaissance va également au comité scientifique qui s'est, pour cette 2e édition de Rotonde, enrichi de membres extérieurs à l'INHA. Nous remercions donc Camille Belvez, Valentin Boyer, Lou de Barbarin, Tania Autin-Trémolière, Sarah Lacalle, Claire Nalin, Antoine Renard, ainsi que Nicolas Varenne, ici présent. Et bien sûr,
Nous remercions tous les intervenants et intervenantes, les participants et les participantes, parfois venus de loin, et qui sont la raison d'être de ce congrès. Quelques éléments pratiques pour finir cette introduction. Le congrès se déroulera ici à l'auditorium pour ce qui est des sessions principales et dans les salles autour de la galerie Colbert et au premier étage pour ce qui est des ateliers et des tables rondes. Nous accueillerons ainsi dès maintenant la première session, Construire l'histoire de l'art au prisme du canon. Puis une pause permettra à celles et ceux qui le souhaitent de se rendre en salle Mariette pour la première table ronde, l'histoire de l'art sans les œuvres, ou bien en salle Péresque pour l'atelier consacré à l'étude de fonds photographiques dans la recherche en histoire de l'art et en archéologie. Cette première journée sera conclue par un cocktail sous la rotonde de la galerie. N'hésitez pas à venir voir tous les organisateurs et organisatrices du congrès qui ont un badge, si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions. Nous vous souhaitons de passer de belles journées de rencontres et de discussions. Bon congrès à toutes et à tous.